Voilà, c'est ce qui me stresse le plus dans ce cas-là, c'est ce qui est technique. Alors, bonjour, c'est une grande joie d'intervenir dans cette université, dans cette INSPE où j'ai pu enseigner de 2015 à 2017. Donc, je vais intervenir sur l'enseignement moral, ou peut-être comment aborder les questions morales à l'école, plus exactement. Donc, autour de ce titre, faire émerger un questionnement moral à partir des contes de l'océan Indien et d'ailleurs en école élémentaire, c'est-à-dire sur la base en fait d'un ouvrage auquel j'ai pu participer à Mayotte entre 2010 et 2015, puisque j'ai enseigné, j'ai été formatrice aussi à Mayotte sur cette période-là, et je suis de retour sur ce territoire depuis un peu plus d'un an. Voilà, donc je vais déjà vous montrer le plan, parce que moi en fait je n'utilise pas tellement le PowerPoint pour le texte, mais je vais surtout l'utiliser pour vous présenter cet album manuel en fait auquel j'ai participé et sur lequel je vais m'appuyer dans cette intervention. Alors tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur les paradoxes de l'enseignement de la morale, voir son impossibilité d'une certaine façon. L'enseignement de la morale est un enseignement en effet éminemment problématique. L'enseignement de la morale qui maintenant est au programme de l'EMC, on va dire, ça a été réintroduit en 2008 après une éclipse. Un retour de la morale laïque dans un contexte à la fois d'insécurité et de montée ensuite du terrorisme. Alors, cet enseignement de la morale, est-ce qu'il est, c'est un enseignement problématique? Est-il même possible? Et est-il souhaitable? Socrate, déjà, dans le Ménon, se demande s'il est possible d'enseigner la vertu. Donc, cet enseignement ne va donc pas du tout de soi. La leçon de morale a souvent été une manière de faire la leçon tout court et d'imposer un ordre moral. L'école de la Troisième République n'y a pas manqué, en imposant en réalité des normes sociales, des injonctions idéologiques au travers d'un enseignement dogmatique reposant essentiellement sur des maximes, ce qu'on appelait la leçon de morale. Donc, la morale a pour fonction ici d'imposer finalement un type de comportement socialement acceptable. Nietzsche, dans sa critique de la morale, dénonce une telle politique des mœurs dont la fonction est de maintenir l'ordre. Lors de la réintroduction de la morale laïque dans les programmes de 2008 puis de 2013, le philosophe Rouen Augien, qu'a cité aussi Christian en 2014, a dénoncé l'aspect réactionnaire d'une telle démarche qui, pour lui, substitue le conflit des valeurs à la question de la justice sociale et en fait sert à faire la guerre aux pauvres. C'est le titre de son ouvrage, comment... le titre exact, c'est, je vais vous trouver ça tout de suite, Augien, j'espère que je vais vous le trouver, c'est La guerre aux pauvres commence à l'école, sur la morale laïque, qu'il a publié en fait en 2013. Alors, faut-il renoncer à un tel enseignement comme le propose justement Rouen Augien, ou peut-on le penser de manière à ce qu'il ne soit pas un enseignement moralisateur, ce que Pierre Kahn en 2015, en reprenant un terme de Nietzsche, appelle la moraline, mais un enseignement authentiquement réflexif, menant en débat des problèmes d'ordre moral, sans imposer pour autant un modèle exclusif de vie bonne, ce qui n'est plus possible dans une société démocratique. L'appui de la littérature, et plus particulièrement des contes, nous a semblé une manière privilégiée d'aborder ces questions morales de manière ouverte, réflexive et non pas dogmatique. Lors d'un premier séjour donc à Mayotte de 2010 à 2015, nous avons expérimenté des débats à visée philosophique en classe et nous avons participé à un ouvrage qui s'intitule « Contes de Mayotte » et d'ailleurs enseigner la morale à travers les contes, le voici, dans un souci de contextualisation. Alors, le choix des contes de l'océan Indien, Mayotte, les Comores, Madagascar, a été complété par des contes d'ailleurs, dans une perspective d'interculturalité, la singularité des cultures rejoignant, j'insisterai sur ce point, l'universalité de certains questionnements proprement humains. Donc, nous présenterons quelques-uns de ces questionnements philosophiques à travers des exemples de contes. Alors, je vais essayer d'aller vite sur la première partie pour justement avoir un peu plus de temps. Du coup, j'ai combien? J'ai déjà utilisé combien? 8. Bon, d'accord, très bien. Parce que alors, tout d'abord, je vais reprendre un questionnement qu'on retrouve dans le dernier ouvrage d'Edwige, de la morale ou de la philo. Donc, la tradition de la morale laïque qui remonte à Jules Ferry, qui s'est substituée en fait à la morale religieuse dans l'école publique, a été éclipsée pendant très très longtemps, on va dire, autour des années 60, tout ça, on était dans une espèce de refus, effectivement, de la morale, et sa réintroduction dans les programmes
comme je le disais, à partir de 2008, a été lié à des questions sociétales. D'une part, la montée de la délinquance, enfin l'insécurité. C'était le gouvernement Sarkozy qui a réintroduit l'enseignement de la morale. Et puis ensuite, effectivement, les actes terroristes qui ont amené les gouvernements à revenir sur, à mettre en avant la question des valeurs, hein, comme si effectivement l'injonction ou l'incantation des valeurs suffisait à régler par soi tous les problèmes. Et comme je l'ai déjà dit dans mon introduction, je ne reviens pas là-dessus, c'est un enseignement ambigu qui pose une question, qu'est-ce que la morale? Est-ce que la morale, c'est la morale au sens ordinaire du terme, justement, cette moraline, ces injonctions qui nous disent ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ou bien est-ce que c'est autre chose? Déjà, est-ce que morale et éthique, c'est la même chose? Bon, alors là-dessus, il y a un débat. Hein, des philosophes comme Ricoeur, par exemple, préfèrent parler d'éthique et font une différence. Pierre Kahn, par exemple, qui a été à l'origine de la commission, qui dirigeait la commission qui a mis en œuvre le programme de 2015, pense qu'il n'y a pas de différence majeure, mais qu'il faut prendre le mot moral, peut-être en quel sens faut-il le prendre? Hein, donc si effectivement la morale, c'est simplement la moralisation, c'est-à-dire en fait l'instauration d'un ordre moral interne d'une certaine façon, il y en a Edwige a raison de dire qu'il ne faut pas faire de morale, mais qu'il faut faire de la philo. Alors, moi, je vais essayer de dépasser cette alternative et dire qu'en fait, on peut faire aussi de la philosophie morale à l'école. Puisque si la morale, on la définit philosophiquement, la morale est une des dimensions, depuis toujours, de la philosophie. C'est une des grandes parties de la philosophie morale qu'on appelle, alors soit morale, c'est le nom latin, éthique, c'est le nom grec, et c'est vrai qu'en gros, c'est quand même la même chose, ou à peu près. Donc la morale, c'est d'abord la réflexion sur le sens et la dignité de la vie humaine, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec la morale moralisatrice. Et comme le disait Pascal, la vraie morale se moque de la morale. Donc la morale, en son sens philosophique, peut être entendue au moins en trois sens. La recherche de la vie bonne, la morale comme eudémonisme, hein, c'est-à-dire justement recherche du bonheur, qui conjoint un bonheur, recherche du bonheur et recherche de la sagesse, ce qu'on appelle traditionnellement l'éthique, au sens propre du terme, qu'on retrouve principalement dans la philosophie antique, mais pas seulement. La morale du devoir, qui pose la question que devons-nous faire, qui s'inspire ici du modèle ancien. Par exemple, on voit des questionnements comme a-t-on le droit de mentir, voilà, des choses comme ça. Et enfin, l'éthique de la responsabilité, être capable d'assumer les conséquences de ses choix et de ses actes en répondre devant autrui. Ici, on a par exemple le modèle de la morale de Lévinas, qui est essentiellement une morale de la responsabilité, liée justement à la question de la vulnérabilité, comment on doit se sentir responsable de l'autre, sans qu'il y ait nécessairement réciprocité, dans une forme extrême justement du sens de la responsabilité. Alors, le programme de 2015, Pierre Kahn privilégie une approche réflexive de la morale et va tout à fait dans ce sens-là, à distinguer de la morale civique, donc, celle qui était au cœur de l'enseignement de la morale sous la Troisième République. Donc, une approche de la morale susceptible de développer d'abord le jugement moral en privilégiant dans les dilemmes moraux, c'est-à-dire en fait des situations problématiques et des situations dialogiques, en particulier en pratiquant les discussions philosophiques. Mais aujourd'hui, il y a des régressions par rapport à ça. Depuis 2018, on se retourne vers un enseignement de plus en plus dogmatique qui remet de nouveau en question la discussion, qui n'a pas tellement le vent en poupe. Là, le Sénat, par exemple, en juin dernier, demande de privilégier une instruction civique traditionnelle, dogmatique, verticale, etc. Donc, il nous semble nécessaire de résister à ces nouvelles injonctions ministérielles et à l'idéologie qu'elles véhiculent, en rappelant avec Jürgen Habermas que l'éthique de la discussion, c'est l'éthique même de la démocratie. Alors, donc, avant le programme de 2015, nous, on en était dans le programme de 2008. Donc, ma deuxième partie, c'est un projet d'album manuel. Il se trouve, quand je suis arrivée à Mayotte, il y avait un projet éditorial et pédagogique collectif initié par l'IENA de Mayotte, Thérèse Castec, en collaboration avec le CDP de Mayotte. Et elle m'a demandé de participer en tant que philosophe à ce projet collectif, qui était un projet autour des contes, parce qu'on voulait mettre aussi en valeur cette dimension. Je vais expliquer pourquoi. Et l'idée, c'était de proposer un manuel qui soit en même temps un vrai livre à lire, un beau livre, comme vous pouvez le voir, parce que c'est un livre cartonné, c'est un livre qui a un souci d'esthétique, c'est-à-dire que ce ne soit pas un simple manuel, même si c'est aussi un manuel avec des indications pour les enseignants. Il y a une partie livre du maître, mais on voulait d'abord que ce soit un vrai livre, donc avec une belle couverture, des illustrations à l'aquarelle dans un style un peu naïf, comme vous le verrez tout à l'heure,
Voilà, et qui en même temps amène des pistes et des ressources pédagogiques aux enseignants de Mayotte pour pouvoir justement enseigner la morale d'une façon qui ne soit pas, comment dirais-je, simplement injonctive et moralisatrice. Alors, on a eu une reconnaissance inattendue, un article du Monde très critique sur le retour de l'enseignement de la morale, assimilé justement au retour de normes morales qui a salué un météorite tombé du ciel de Mayotte, hein, je tiens à le dire parce que voilà, j'avais quand même beaucoup apprécié cette formule. Je ne sais même pas comment ils ont su qu'on avait fait ça, et qui souligne l'originalité des problématiques abordées, comme le mariage forcé dont je vais parler. C'est un ouvrage qui a été conseillé par Eduscol à l'époque, avec une réédition nationale en 2014 aux éditions Bourrelier. Alors, pourquoi passer par les contes traditionnels? Pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'effectivement, les contes ici ont un rôle de médiation, hein, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Edwige. La littérature et la littérature orale, qui est une des dimensions de la littérature, ici est une médiation pour mieux penser, pour mieux se questionner. Alors là, je vais peut-être gagner un peu de temps, parce qu'il est inutile que je répète ce qu'Edwige a dit tout à l'heure sur la valeur de la littérature qui donne à penser. Donc je m'inscris tout à fait effectivement dans cette filiation. Donc effectivement que la fiction est une voie privilégiée d'accès à la réalité prise dans sa complexité. Elle nous ouvre les possibles de la condition humaine. Encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, qu'il y a une vérité de la littérature, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Marthe Robert. Donc encore une fois, je vous renvoie à la conférence qu'a fait Edwige tout à l'heure sur la valeur de la littérature comme médiation privilégiée, comme accès privilégié à la pensée. Bon, je vais reprendre aussi la formule de Paul Ricoeur qu'Edwige a citée. Les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Et c'est là que nous entrons effectivement dans une réflexion de nature éthique, la littérature, comme support effectivement d'une réflexion éthique qui pose la question du bien et du mal, mais qui le pose d'une question justement qui ne soit pas simplement religieuse, qui n'est pas fermée, mais qui reste une question ouverte. Par exemple, si on reprend l'exemple tout à l'heure de Dostoïevski, Crime et Châtiment, oui, le personnage principal est un criminel, mais c'est un criminel qui finalement est habité par l'exigence, le souci de la pureté, et son expérience du mal était fondamentalement liée en fait à cette quête de l'absolu et de la pureté. Donc on n'est pas dans quelque chose qui serait manichéen. Alors que souvent, la réflexion sur le bien, la question du bien et du mal est une question manichéenne. Donc c'est ce manichéisme qu'il faut refuser quand on aborde les questions morales. Voilà, donc pourquoi les contes? Contes qui ne relèvent pas de la littérature de jeunesse, tout ce qu'on pourrait appeler une littérature patrimoniale, qui relève de la littérature orale. Alors dans le cas de Mayotte, enfin là aussi je vais passer peut-être assez rapidement sur l'importance de la valeur symbolique du conte. Ici, la référence à ce qu'est Bettelheim, qui est un texte pionnier avec la psychanalyse des contes de fées, qui montre effectivement que les enfants se nourrissent, que ces textes sont des textes initiatiques, en fait, qui permettent à l'enfant de découvrir en fait le sens de la condition humaine. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez le psychologue Jérôme Brunner, qui montre l'importance du récit, du discours narratif dans le développement cognitif de l'enfant, qui un modèle qui passe par le langage et la culture, qui propose un modèle qui passe par le langage et la culture, ne se contente pas d'une logique binaire, pas de développement authentiquement humain sans développement d'une compétence interprétative. On verra que c'est très important aussi la question de l'interprétation, que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment sollicité, alors que c'est quelque chose qui est essentiel dans le développement humain, sortir d'une logique justement, d'une logique binaire, être capable d'interpréter, c'est ce qui nous humanise fondamentalement et cela par l'intermédiaire des récits. Alors, dans le cadre du contexte mahorais, le conte dans la tradition mahoraise et plus généralement comorienne, qui est une société dans laquelle la littérature orale avait originellement une place prépondérante autour de cet appel. Allez, allez-les, Gombe, c'est ce qui ouvre le conte. Donc, mais c'est une tradition en même temps qui se perd aujourd'hui avec la télévision, avec même l'école. Donc, on s'inscrivait aussi dans un souci de transmission, une nécessité de transmettre à nos élèves aussi une culture qui est fondamentalement la leur. Donc, il y a aussi une dimension de transmission, une dimension de patrimoine. Voilà, et c'est cette tradition du conte, elle inspire aussi la littérature comorienne contemporaine. Par exemple, vous avez un auteur malheureusement trop tôt disparu qui s'appelle Salim Atubou, qui est un des principaux écrivains comoriens, et le conte est quelque chose qui est central dans son œuvre. Donc,
Nous voulions donner à découvrir aux élèves de Mayotte des contes de l'espace océano-indien dans lequel s'inscrit Mayotte, en particulier l'espace géographique et culturel proche, les Comores, Madagascar, dans un souci de contextualisation des apprentissages, mais aussi de réappropriation culturelle. Cela nous semble nécessaire à la construction identitaire de nos élèves, dans un souci de reconnaissance de ce qu'ils sont, de leur tradition et la mise en valeur justement de leur culture. Mais nous voulions en même temps ouvrir sur d'autres traditions pour éviter un enfermement insulaire, ouvrir sur l'altérité, ouvrir sur le monde et sa diversité, d'où le titre, comme vous le voyez sur l'image, Contes des îles et d'ailleurs. Mais si les contes ouvrent à la diversité des cultures, c'est pour mieux découvrir l'universalité du questionnement humain. Finalement, à travers les contes, nous posons tous les mêmes questions, au-delà des variations culturelles de tel ou tel thème. Par exemple, nous proposons dans cet ouvrage une version japonaise du jugement de Salomon. Il y a une dimension anthropologique des contes qui sont porteurs d'invariants, d'universaux. Nous emprunterons ici au philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, article de 2019, son concept d'une universalité de la diversité, une universalité horizontale et non verticale, concrète et non abstraite. C'est un universel qui n'est pas imposé, mais qui constitue un horizon, comme il le dit. Donc les contes, comme la littérature en général, nous font entrer en effet dans une expérience à la fois singulière et universelle, qui nous parle de la condition humaine à travers ces variantes culturelles, dans un dialogue du même et de l'autre. Là, je regrette que Simon Despentes ne soit pas là, parce que je pense qu'il y avait plein d'échos à faire. Voilà. Alors, je vais aller assez rapidement sur la méthodologie, même si c'est un aspect important, parce qu'effectivement, je n'ai plus que 5 minutes. Donc, en fait, il s'agit de passer du débat interprétatif au débat réflexif. Voilà, c'est la démarche que je proposais quand je faisais des expériences, des expérimentations en classe. Donc, l'écoute ou la lecture-compréhension du conte conduisent les enfants à soulever des questions de philosophie morale qui seront discutées. On peut ainsi passer du débat interprétatif au débat à visée philosophique. L'importance de passer par ce débat interprétatif, c'est qu'il permet d'une part, pour des élèves qui ne sont pas experts en lecture, ce qui est le cas de nos élèves à Mayotte où les difficultés de lecture sont énormes. Donc, si vous voulez, il y a quand même déjà un débat interprétatif qui permet tout simplement de dégager la compréhension explicite du texte, mais après, avec les questions, on avance de plus en plus loin vers l'implicite, et c'est à partir de cet implicite qu'on va pouvoir petit à petit passer au débat réflexif. Donc il s'agit en fait de passer ici d'une communauté de lecture à une communauté de pensée, donc je ne développe pas cet aspect, je n'ai pas le temps. Alors je voudrais juste vous présenter, j'espère que j'aurai le temps quand même de faire, un exemple de parcours dans cet album, autour d'une question, a-t-on le droit de choisir sa vie? C'est une question en fait éthique, une question de philosophie morale. C'est la question de la vie bonne, qui encore une fois, comme je l'ai dit, est une des dimensions de la philosophie morale. Alors, à partir de ici, en fait, j'ai choisi 3 contes dans la sélection que nous avions faite. Un conte inuit, donc qui vient d'ailleurs. Voici l'ours blanc et l'ours brun. Conte inuit, vous voyez, les dessins un peu naïfs aux aquarelles qui avaient été faites bénévolement par la femme, c'était très artisanal, de l'ingénieur qui travaillait au CDP. Donc, l'ours blanc et l'ours brun, c'est un conte qui peut être interprété comme une réflexion sur la nécessité pour les enfants de grandir et de choisir leur chemin de vie en quittant leur famille, avec une vision très symbolique, très métaphorique, puisque c'est le génie du bien qui va sauver ses enfants en les transformant en ours. Non, mais métaphoriquement, ça pose quelque chose du choix de vie. Qu'est-ce que grandir? Question philosophique qui peut émerger. Qu'est-ce que devenir soi-même? Peut-on choisir une autre voie que ses parents? Ensuite, alors, bon, encore une fois, je n'ai pas le temps malheureusement, mais il y avait effectivement des indications pour le maître avec des propositions, mais évidemment, ce ne sont que des propositions, à chacun ensuite de s'approprier les choses, des exemples de questions, des questions d'exercice et de prolongement avec d'autres ressources qui font écho au même thème. Enfin voilà, donc il y avait tout un travail, on va dire, pédagogique. Ensuite, le deuxième conte, c'est Le mariage forcé, c'est un conte mahorais, avec une jeune fille dont le père veut lui faire épouser le jeune homme qu'il a choisi lui, là, et qui va fuir. C'est une histoire qui est reprise d'ailleurs dans un des romans de Salim Atubou qui s'appelle Le centre d'obéissance. Et donc, la question, les questions qui peuvent émerger, puis elle va fuir, elle va rencontrer un jeune homme dont elle tombe amoureuse, et voilà, ce qui lui permet de trouver en même temps le bonheur.
Donc, les questions qu'on peut faire émerger, ou que les enfants vont pouvoir faire émerger, c'est des parents. Est-ce que les parents ont le droit d'imposer un mode de vie à leurs enfants, en leur imposant un conjoint, par exemple? A-t-on le droit de désobéir à ses parents? A-t-on le droit de choisir sa vie? Qu'est-ce que le bonheur? Peut-on être heureux sans être libre? Et là, si vous voulez, ce conte est intéressant parce que là, on pourrait être dans une instrumentalisation, hein, parce qu'effectivement, ça pose aussi la question du droit des femmes. Alors moi, ce que je propose, parce qu'en même temps, c'est quand même quelque chose qui a traité, c'est de faire une séance détachée, après le débat interprétatif et le débat réflexif, faire une séance détachée de MC sur le droit des femmes. Mais en distinguant, en essayant de séparer, effectivement, donc ça se discute, hein, mais en même temps, bah, oui, c'est bien quand même un texte sur la condition féminine. Donc il y a aussi cet aspect social, mais il faut faire la différence entre le débat philosophique et effectivement l'éducation, par exemple, aux droits des femmes ou à l'égalité filles-garçons. Pour finir, donc là c'est pareil, vous aviez donc la partie, on va dire la partie pédagogique, hein, alors attendez, voilà, donc qui est portée sur le droit des femmes. Donc là, c'est certaines confusions hein, peut-être entre le débat proprement philosophique, le questionnement proprement philosophique et quelque chose qui relève davantage de l'EMC sur le droit des femmes. Et enfin un dernier conte, s'intitule Tingor le danseur, qui est un conte malgache. Ce conte nous parle de la force de la vocation artistique. Alors, Tingor va s'emparer du rossignol du roi parce qu'il a un chant mélodieux et Tingor adore la musique et la danse. Ouais, en fait, c'est vraiment un texte, encore une fois, sur la force de la vocation artistique. Tingor avait-il le droit de s'emparer du rossignol du roi au risque de le tuer? Donc là, on est sur des questions de l'implicite, plutôt des débat interprétatif. Pourquoi sa mère le cache-t-il? Là, c'est pareil. L'amour peut-il nous amener à cacher quelqu'un pour le sauver, même s'il a commis une faute? Là, on est dans un dilemme moral. L'art peut-il être un mode de vie? L'art peut-il nous rendre heureux? Quelle est la valeur de l'art? Voilà, quelques pistes. Ah, donc ensuite, encore une fois, bon là, vous avez 2 pages. Donc là, c'est la première page. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, donc c'est un conte un peu plus long. Hein, donc c'est plutôt des contes qui s'adressent au cycle 3, je viens de le préciser. Et puis vous avez effectivement, encore une fois, la partie pour le maître. Alors, je pense qu'il faut que je conclue. Donc, j'aurais pu faire quelques remarques critiques, mais je les fais au fur et à mesure en disant qu'effectivement, ce passage entre réflexion philosophique et ne pas tomber dans une éducation art, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre, cette question des frontières est vraiment une question dont nous n'avons pas toujours échappé, parfois peut-être à la confusion. Alors, en conclusion, eh bien, cet ouvrage a donné lieu entre 2011 et 2015 à des formations initiales avec des ateliers de pratique pédagogique accompagné, des temps de formation continue. Et actuellement, il y a un projet d'expérimentation en cours dans la circonscription et circonscription de Mayotte, une circonscription du Sud qui me permettra de finir de continuer cette réflexion et de produire des traces vidéo qui permettront là aussi d'être étudiées, d'être analysées. Peut-être faire un nouveau recueil des contes avec une plus grande attention aux sources et à l'établissement des textes en évitant les effets d'instrumentalisation morale et en affirmant peut-être plus fermement la dimension proprement réflexive et philosophique de la démarche. Et enfin, prévoir de nouveaux temps de formation, en particulier en formation continue. Merci beaucoup. C'est une question naïve qui a peut-être attendu, je n'ai peut-être pas entendu, mais est-ce qu'on peut se procurer facilement l'ouvrage? Alors, c'est en fait une des raisons, parce que j'en ai discuté avec Rodica, pour lequel quand je suis venue de 2015 à 2017, je n'ai pas continué. En fait, bon, d'une part, je suis restée 2 ans pour des raisons personnelles et que je n'ai pas eu le temps de m'inscrire suffisamment dans la durée pour transposer ce que j'avais fait à Mayotte, à Tahiti. C'est un des grands regrets que j'ai. Après, j'avais fait commander le livre. Alors même qu'il y avait déjà une édition enfin métropolitaine récente, aux éditions Bourrier. Après, je n'ai jamais, on n'a pas réussi à faire venir le livre. Et je pense que le problème, c'est que chaque fois qu'on change de programme, il y a un problème. Alors, à Mayotte, au CDP, on trouve encore des exemplaires, mais je pense que l'édition qui a été publiée au niveau national, elle a été pilonnée, quoi, tout simplement, et que donc, du coup, il ne reste plus rien. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on ne peut plus vraiment se le procurer, sauf peut-être quelques exemplaires au CDP de Mayotte. On va y aller. Et je crois que je laisserai un exemplaire ici à la bibliothèque. Merci beaucoup. Alors, quelques questions de la salle.
Merci beaucoup Véronique, j'ai trouvé ça passionnant. Donc ce ne sont pas vraiment des questions mais plutôt des remarques. Donc déjà moi j'ai pas trouvé ça artisanal les illustrations. Je trouve que c'était vraiment bien pour justement passer aussi à des préoccupations autres qu'extra-littéraires et plonger dans du sens, dans la polysémie, etc. C'est pour la même raison que je trouve ça bien aussi le prolongement sur la poésie, pour apporter aussi une dimension vraiment esthétique, la richesse de la polysémie, etc. Et moi, la remarque que j'ai faite, c'est que j'aimais vraiment beaucoup le prolongement sur les proverbes. Pour moi, ça relève aussi d'éléments importants de la contextualisation, parce que dans les sociétés de l'océan Indien et dans les cultures de l'océan Indien, la place du proverbe est quand même très, très, très importante. Et je me posais la question si ça pourrait être intéressant aussi peut-être de proposer des supports qui exploitent de manière un petit peu plus approfondie cette source-là qui est très très riche et que ça ne soit pas juste un prolongement mais qu'on lui donne une place plus importante. Je pense que je peux répondre même sans micro. Oui, c'est une remarque tout à fait intéressante. C'est vrai que les proverbes sont très présents dans l'espace comorien, j'imagine aussi à Madagascar. Si jamais on arrive à refaire une édition, peut-être qu'on pourrait donner aussi la place à cette... là aussi, on est dans des... alors, c'est pas la maxime, hein, mais on est dans une culture littéraire orale aussi, et je crois que c'est très important de la mettre en valeur, effectivement, à Mayotte. Tout à fait. D'autres questions? Remarques. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation. J'admire beaucoup ce travail qui consiste à produire un outil à disposition des enseignants, un outil contextualisé de qualité. Et du coup, je trouve que dans notre métier d'enseignant, ce n'est pas anodin. C'est un véritable œuvre que vous avez délivrée et puis qui propose un support pour des enseignants qui sont parfois démunis et ça recourt à ça de façon contextualisée, comme tu l'as dit. J'avais peut-être une question sur la façon de produire l'outil. Donc, pour que ce ne soit pas un outil que les enseignants découvrent, mais que ce soit peut-être leur outil, est-ce que vous avez procédé par une démarche collaborative avec des enseignants, avec des équipes pédagogiques, pour peut-être recenser les pratiques, pour peut-être voir avec eux les comptes, les textes, tester l'outil avec eux, voir ce qu'on pouvait en faire, ou est-ce que c'était une équipe qui avait pensé, en dehors de la communauté de pratique, l'outil? Et puis, dans le futur, comment tu imaginerais une collaboration peut-être plus avec le terrain pour pouvoir développer des outils ancrés dans le terrain peut-être encore plus? Merci beaucoup. Oui, alors entre autres, dans l'équipe, il y avait Archmed, qui est très connu à Mayotte parce qu'en fait, c'est un enseignant et c'est aussi un des responsables des CMA à Mayotte. Les CMA à Mayotte sont très très présents dans une perspective d'éducation populaire. Archmed a beaucoup développé justement dans le cadre des CMA aussi les contes. Les contes maorais, il y a plein de sessions qui sont faites encore aujourd'hui, même s'il est à la retraite. Donc, c'était pour moi un apport précieux en ce qui concernait en tout cas les contes maorais, avec sa double expérience, donc à la fois d'enseignant et de conteur aussi dans le cadre des CMA. Donc, son apport était très, très précieux. Et c'est effectivement c'est un travail collectif donc, qui reposait sur une base collaborative, mais tu as raison que si jamais on doit refaire, je pense qu'il faudrait, bon là c'était une commande institutionnelle en fait, donc peut-être encore une fois développer davantage hier quelqu'un parlait de co-élaboration, effectivement dans une des interventions hier, c'est cette idée très intéressante et de travailler davantage certainement faisant remonter les choses à partir des pratiques aussi qui peuvent être déjà exister, qui peuvent déjà exister dans les classes. Après, je pense que c'est très important, c'est quand même pas une formation, parce que c'est vrai que spontanément, sans formation,
Si on parle d'enseignement moral, on va tout de suite tomber dans un enseignement moralisateur. Et que là, il y a vraiment une formation à faire pour éviter justement de tomber dans cette interprétation de la morale. Voilà. Dernière question. Merci beaucoup, Véronique. Je ne suis pas du tout de cette partie-là, mais je trouve ça vraiment passionnant. Et en fait, sur Mayotte, je me suis toujours posé une question, j'ai jamais eu de réponse, et je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été établis par rapport à ça, mais quel est le rapport au savoir, en fait, des jeunes Mahorais? Quel rapport entretiennent-ils finalement avec une vision du monde, une connaissance du monde? Je n'ai jamais eu de travaux là-dessus, et ça peut éventuellement être intéressant à travailler, surtout si on aborde l'enseignement moral aussi. Et puis ensuite, j'ai une autre question qui concerne finalement, est-ce qu'il y a eu des réticences, des oppositions, des confrontations finalement avec des cultures dites traditionnelles? Je dis ça parce qu'il y a quelques années, au tout début de la mise en place du CUFR, de la formation au sein du CUFR à Mayotte, j'avais eu un mémoire de CAFA, je tairai le nom bien sûr de la personne, et c'était l'intitulé de ce mémoire était le suivant: la bienveillance du Fundi aux praticiens réflexifs. Voilà. Et j'avais trouvé ça tout à fait étonnant, ce choc qu'il y avait entre les deux, quoi, cette pratique dite moderne, et bien sûr on arrivait à une opposition et une confrontation. Donc est-ce que tu as pu observer ce genre de confrontation? Oui, le Fundi, je ne sais pas ce que c'est que le Fundi. C'est le garon. Le Fundi, voilà. le Fundi, c'est celui qui sait. Le Fundi, c'est celui qui sait. Alors, c'est très vaste, hein. Ça recoupe plein de choses. Ça peut être le savoir médical traditionnel, ça peut être effectivement le Fundi de l'école coranique. Donc, c'est vrai qu'à Mayotte, coexiste un enseignement religieux. C'est pour ça que la question d'enseignement moral, autre qu'un enseignement moral religieux, est vraiment un enjeu. Hein, parce qu'effectivement, dans les cours de morale, enfin, l'école coranique, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup déplorent qu'il y ait une déperdition, vu les violences qui ont eu à Mayotte, une certaine délinquance juvénile. Donc, il y a d'abord des causes sociales. Hein, là, si je commence à parler de ça, c'est très sans fin. Mais en tout cas, la question, évidemment, des valeurs, d'enseignement moral se pose particulièrement, en particulier en disant, ben oui, avant, il y avait l'école coranique. Enfin, les enfants vont toujours à l'école coranique, globalement. Le dimanche matin, à 5h du matin, ils vont à l'école coranique. Non, je veux dire, ils n'ont pas vraiment de temps pour eux. Alors, confrontation, en tout cas, quand j'ai fait des formations de formateurs en particulier, ou des formations, dans le cadre des formations continues qu'on faisait à l'époque, qui étaient des formations de 3 semaines, en général, le travail que je leur proposais suscitait plutôt une adhésion. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout, par contre, de rejet. Mais effectivement, c'est une autre manière de concevoir la morale, évidemment, entre une morale religieuse, injonctive, le bien c'est ça, le mal c'est ça, bon, caricaturant peut-être un peu quand même aussi, parce que malgré tout, la question de la responsabilité, est-ce que ça se pose dans l'islam? Ça, c'est une question de fond. Par exemple, avec mes élèves de terminale, cette année, je vais travailler un texte d'Averroès, justement, qui approche l'islam et qui pose la question du libre arbitre dans l'islam, par exemple. Hein, donc, en fait, les choses sont certainement plus ouvertes qu'on le pense. Voilà. Mais effectivement, il y a cette dualité entre une éducation religieuse traditionnelle et effectivement l'école de la République, comment ça coexiste. La question du rapport au savoir est une question fondamentale et je pense que là, il y aurait vraiment un travail de fond à faire parce que il y a beaucoup d'inhibitions dans le rapport au savoir, beaucoup. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pouvoir vraiment travailler de manière plus approfondie. Je ne pense pas qu'il y ait eu des travaux qui ont été faits là-dessus, qui ont été faits là-dessus. C'est un enjeu fondamental. Alors, je tiens à préciser qu'avant l'INSPE, qui a été créé en 2017, il existait quand même une formation des maîtres à Mayotte, à laquelle j'ai participé, qui n'était pas si mauvaise, parce qu'on avait quand même plus de temps parfois pour poser les choses, parce qu'il n'y avait pas les contraintes très lourdes d'un stage à mi-temps qui parfois aussi occulte un peu le rapport au savoir de nos étudiants. Mais bon, cette question du rapport au savoir, elle est fondamentale et je pense qu'il y aurait vraiment une recherche à faire, une enquête qui permettrait certainement de faire progresser
les choses pour l'école à Mayotte, puisque bon, les résultats de Tahiti sont mauvais, mais ceux de Mayotte c'est très compliqué. C'est vraiment une question centrale. Hein. Merci beaucoup de l'avoir posée. Un très grand merci, Véronique.